également dans les pays voisins des cas comme cela de mauvaise gestion des marchés publics et qui va également aussi nous expliquer quelques pistes de réflexion sur comment améliorer la passation des marchés publics afin d'éviter à l'avenir des scandales de ce genre-là. Enfin, nous avons le président du mouvement patriotique nigérien, M. Ibrahim Yakuba, qui va nous parler également des marchés publics et de comment il entend, lui, apporter cette contribution pour qu'il n'y ait pas de scandales de ce genre à l'avenir, comment améliorer l'organisation de la passation des marchés publics. Nous allons maintenant vous faire part de la discipline de cette conférence. Il y aura une intervention en 2 temps. Dans un premier temps, les intervenants feront un exposé de 7 minutes chacun, qui seront suivis de questions. Ensuite, il y aura un deuxième temps où les panélistes auront un exposé de 8 minutes chacun et qui seront suivis de questions. Nous avons le président de la section MPN Kishinkasa France, M. Abdelkader Amadou, qui gère la technique et qui va aussi prendre note des intervenants. Une fois que les intervenants auront fini leur premier tour d'intervention, nous allons ouvrir une liste de questions, une liste de 5 personnes. Et c'est M. Abdelkader Amadou qui va prendre cette liste-là. Chacun aura 1 minute, mais vraiment 1 minute pour poser sa question. Ce n'est pas ici l'occasion de faire des développements ou des interventions bis, mais c'est seulement pour poser des questions aux panélistes, des questions précises aux panélistes. Donc, 1 minute. Au-delà d'1 minute, nous nous réservons le droit de couper la parole aux contrevenants. J'appelle l'attention des panélistes de faire leur maximum, leur possible pour rester dans le créneau des 7 minutes et 8 minutes qui leur seront imparties pour leur exposé. Je vais donc laisser la parole à M. Mansour Ali Dankano, qui va nous faire part des règles qui gouvernent l'organisation de la passation des marchés publics au Niger. M. Mansour Ali Dankano, vous avez la parole. Mansour, tu peux activer ton micro, s'il te plaît, on ne t'entend pas. Bien. Merci, M. Ambarka Yakoubou. Merci pour l'invitation. Bonjour également aux panélistes et aux participants à cette conférence. Je me réjouis de participer, d'autant plus qu'il s'agit là d'une première qui nous permet d'intervenir sur un sujet d'intérêt national. Je dois reconnaître que le thème des marchés publics est particulièrement bien choisi. Cela a été dit par M. Ambarka Yakoubou. Il s'agit d'un sujet d'actualité brûlant au Niger et d'usage, quand on intervient, on essaie de ne pas mentionner les sujets d'actualité. Il est d'usage de ne pas mentionner cette actualité. Mais j'ai craqué pour cette présentation et j'ai été parcourir les quelques feuilles du rapport d'audit sur les marchés publics qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Du coup, je ponctuerai mon intervention dans un certain nombre de recours à des éléments contenus dans ce rapport dont on a pu prendre connaissance. Avant d'en venir à la procédure de passation des marchés publics proprement dite, comme suggéré par le modérateur, je vous présente déjà lors de mon intervention. Du coup, je ferai d'abord une petite introduction, le rappel de quelques éléments qui me semblent importants, comme c'est que les marchés publics, la nature juridique du Code des marchés publics au Niger, avant d'attaquer sur la procédure de passation des marchés publics classiques. Il s'agit là des marchés publics dont la passation est régie par le Code des marchés publics, mais aussi les marchés publics obéissant à des règles spécifiques. Donc, il s'agit pour ce cas des marchés publics relatifs à la défense ou à la sécurité nationale. Sur l'introduction, rappelons que le droit nigérien définit les marchés publics comme étant des contrats écrits à titre onéreux conclus pour la réalisation
la livraison de fournitures ou la prestation de services par les autorités contractantes. Et ce qu'on appelle contractant nigérien, c'est l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'État, etc., etc. Cette définition région, celle que propose le doyen Gérard Cornu, lequel envisage les marchés publics comme étant une expression générique englobant les contrats administratifs passés par les collectivités publiques ou établissements en vue de la réalisation de travaux, de la production de fournitures ou de la prestation de services dans les conditions fixées par une réglementation générale. Sur cette réglementation générale, au Niger, c'est un peu rapide, s'il te plaît, doucement. Au Niger, les marchés publics sont régis à la fois par des textes communautaires. Il s'agit essentiellement des directives 04 et 05 de l'UEMOA. Le Niger est État partie à l'UEMOA, mais aussi essentiellement du décret numéro 2016-641 du 1er décembre 2016 fixant les règles concernant les marchés publics et les délégations des services publics. Comme vous pouvez le voir, au Niger, c'est un décret qui institue le code des marchés publics ou qui le consacre. La raison est liée au fait que, comme vous devez le savoir, il y a une répartition qui est faite, notamment par l'article 99 de la Constitution, entre les domaines relevant du législateur et les domaines relevant du pouvoir réglementaire. Et il y a un principe qu'on applique souvent. Ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine réglementaire, dans le sens où l'article 99 énumère de manière limitative les domaines dans lesquels la loi intervient. Ce qui explique que ce soit un décret et non une loi qui réglemente le domaine. Les marchés publics sont une opération à procédure. Et donc, le décret de 2016, rappelé tantôt, régit les règles à la fois de passation, l'approbation, l'exécution, le règlement et le contrôle des marchés publics. Avant d'entrer dans l'intimité des règles de passation des marchés publics, j'aimerais rappeler qu'au-delà des règles, de ces règles constitutives du droit positif, il y a également un certain nombre de principes et de valeurs qui encadrent de bout en bout les marchés publics. Ces principes, ce sont ceux de la libre accès à la commande publique, de l'égalité de traitement des candidats, de la transparence des procédures, de l'économie et d'efficacité du processus d'acquisition, et de la reconnaissance mutuelle. Ils sont contenus dans la loi du 28 octobre 2011. Par exemple, pour les trois principaux principes ou valeurs, on a celui de l'égalité de traitement des candidats. Ce principe découle de l'égalité devant le service public, qui lui-même est une composante ou une déclinaison du principe d'égalité devant la loi tel qu'il est consacré par l'article 10 de la Constitution du 25 novembre 2010 du Niger. Ce principe interdit de manière triviale, je dirais, à ce qu'un candidat soit favorisé au détriment d'autres candidats. Ensuite, le principe de transparence, qui s'applique à la fois dans tout ce qui est consultation, publicité, et qui vise fondamentalement à garantir que les offres et les prestations soient de qualité. Le dernier principe important, c'est le libre accès à la commande publique, qui commande pour les autorités contractantes de mettre en place des règles permettant à tout candidat d'accéder librement à la consultation. On est donc loin, pour faire un commentaire, des marchés passés en catimini ou réservés de droit ou de fait à un candidat coopté. Des arrangements qu'on a pu constater et qu'on a pu lire entre l'autorité contractante et des entreprises pour lesquelles sont fléchés certains marchés publics. Par ailleurs, et au-delà des principes que je viens de rappeler, il y a au Niger un code d'éthique et de déontologie mis en place par un décret de 2018. Il s'agit du décret numéro 2018-496 qui consacre ces codes d'éthique et de déontologie et qui précise les valeurs fondamentales qui doivent guider les différents acteurs publics comme privés qui interviennent dans les procédures de passation des marchés publics. Pour en venir à la passation des marchés publics à proprement parler,
avant de passer à un marché public, il y a une procédure ou un préalable par lequel on passe, c'est celui de la détermination des besoins. Dans le cadre de cet exposé, et pour le mettre en lien avec le sujet d'actualité, j'ai décidé de m'en tenir qu'au marché public de l'État. Et donc, pour faire fi des marchés publics des collectivités et d'autres personnes morales de droit public qui sont assujettis au code des marchés publics. Donc, pour la passation des marchés publics, on commence par identifier la personne publique chargée de ce marché, commence par déterminer ses besoins. Cette détermination des besoins consiste à déterminer précisément la nature et l'étendue des besoins permettant aux candidats au marché public de proposer des produits conformes. Donc, si... Mathieu, ça fait plus de 7 minutes. Il faut 1 minute pour tout résumer. D'accord. Donc, du coup, pour aller sur les procédures d'appel d'offres, la procédure la plus connue est l'appel d'offres. Cette procédure d'appel d'offres se décline en plusieurs procédures. Il y a l'appel d'offres ouvert qui elle-même se décline en sous-catégories. Dans l'appel d'offres ouvert, on a l'appel d'offres ouvert direct ou sans préqualification, l'appel d'offres ouvert avec préqualification. On a aussi l'appel d'offres ouvert en 2 étapes. On a l'appel d'offres avec concours et l'appel d'offres restreint. La deuxième procédure, c'est la sollicitation de prix. Pour revenir rapidement sur ce à quoi elle renvoie, c'est une procédure qui permet à l'État de ne pas requérir l'autorisation administrative préalable. C'est avec l'entente directe des procédures dérogatoires, puisque dans le domaine des marchés publics, l'appel d'offres est la procédure de droit commun. Monsieur Ali Dankar, je suis désolé, mais il va falloir passer à l'intervention suivante si vous voulez rester dans le cadre du temps imparti à chaque intervenant. Vous aurez sans doute l'occasion de développer les questions que vous n'avez pas pu développer lors des débats. Je vais donner la parole à présent à monsieur Dramé afin qu'il nous fasse part des règles qui président le contrôle des marchés publics. Monsieur Dramé, vous avez la parole. S'il vous plaît, 7 minutes. Bonjour à tous. Et permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de ce webinaire et surtout pour l'occasion qu'ils m'ont donné d'y participer et de profiter de ces échanges fructueux. Et je pense que en raison des contraintes de temps, je ne vais pas évoquer tout ce qui concerne le marché public des autres États membres de l'UEMOA. Je vais me contenter des marchés publics du Niger. Et par contre, je vais juste faire un petit rappel des enjeux économiques des marchés publics au sein de l'espace UEMOA pour vous donner une... Et donc, au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, les marchés publics représentent 15% du PIB en moyenne, soit 25 et 34% des budgets nationaux. Et il convient ainsi de noter que le nombre et le volume des marchés publics ne cesse de progresser d'année en année. À titre d'illustration, au Sénégal, le marché public immatriculé au l'année 2016 et se chiffre à 3 991 marchés, soit plus de 2500 milliards de francs CFA. Et pour la seule année en Côte d'Ivoire, l'année 2018 en Côte d'Ivoire, le nombre de marchés publics est total à 1469 pour un montant de plus de 1350 milliards de francs CFA. Pour le cas du Mali, en 2017, 4883 marchés ont été conclus pour un montant de 741 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne le Niger, au titre de l'année 2018, 2191 marchés ont été enregistrés, représentant un montant global de plus de 618 milliards de francs CFA. En effet, au Niger, le nombre et le montant des marchés publics ont presque triplé entre 2017 et 2018.
C'est-à-dire en 2017, on était sur 769 marchés et pour un montant de 256 milliards. Or, en 2018, on a triplé, on est passé à 10 190 marchés pour un montant de 600 milliards de francs pour être précis. Donc, je n'ai pas les chiffres des exercices budgétaires de l'année 2019 au Niger, mais je pense que les chiffres devront encore évoluer entre 2018 et 2020 au Niger. En fait, ces chiffres que je vous ai donnés permettent tout simplement de vous donner, en fait, de vous démontrer la part importante que représentent les marchés publics dans la sous-région ouest africaine. C'est ces raisons qui ont d'ailleurs justifié l'intervention de l'UEMOA dans le cadre des marchés publics à travers ces directives de 2005 qui ont été transposées par l'État du Niger et en adoptant un code des marchés publics dont la dernière version date du 1er décembre 2016 qui a été évoqué par Mansour. Donc, ces codes prévoient d'énormes dispositions de contrôle afin, d'une part, de punir certaines publiques et d'autre part, les finances, notamment d'assurer les protections Je crois que nous sommes en train de perdre la connexion de M. Dramé. Abdelkader. C'est exactement cela, nous l'avons perdu. Moi, je ne l'entends plus. Je vois son image seulement. Oui. Faut assurer au niveau de la technique. Il faut peut-être passer à un autre en attendant. Oui. Alors, nous allons donner la parole à M. Sédik Abba pour qu'il commence son exposé, le temps de retrouver M. Dramé. M. Sédik Abba, vous avez la parole. S'il vous plaît, 7 minutes. Alors, je vais d'abord commencer par remercier Kishin-Kassa de m'avoir donné cette opportunité de participer à ces débats sur le marché public. J'en suis d'autant plus heureux que je retrouve là une mission des partis politiques dont j'ai toujours rêvé, à part la conquête politique qui semble être pour tous les partis nigériens l'essentiel. Les partis ont une autre mission, celle de sensibiliser les citoyens sur l'intérêt général et celle de former aussi les citoyens sur des questions qui les concernent. Et un débat comme celui-là, de mon point de vue, est intéressant parce qu'il amène les citoyens à réfléchir ensemble sur une question qui est transpartisane. Le marché public, ce n'est pas une question partisane, c'est une question d'intérêt général qui regarde les gens. Et je ne suis pas sûr que ceux qui sont aujourd'hui rassemblés sont tous de Kishin-Kassa. Ils sont rassemblés autour de cette thématique parce que c'est une question intéressante. Lorsque je dis cela, et pour ne pas rester plus longtemps parce que le temps qui nous est imparti est relativement limité, je pense qu'il faut retourner aux conditions d'accès à l'indépendance du Niger aussi pour réfléchir à la question des marchés publics. Parce que, comme vous savez, le Niger n'a pas été une colonie privilégiée. Même dans la colonisation, le Niger n'a pas été privilégié. Le Niger était d'abord un territoire militaire avant de devenir une colonie. On n'avait pas le même statut ni la même importance, entre guillemets, que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon ou le Sénégal. Donc, du coup, quand la France a décidé, quand nous avons obtenu en 1960 notre indépendance, l'héritage qui nous avait été laissé n'était pas important. Il n'y avait pas un tissu économique important à côté, comme en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Il n'y avait pas de grandes entreprises à côté. Pour donner un ordre de grandeur, lorsque le Niger accède à l'indépendance, nous avions 3% de taux de scolarité, alors qu'un pays comme la RDC avait 56% de taux de scolarité lorsque les Belges l'ont quitté. C'est dire que nous n'avions pas un héritage, un grand héritage ne nous avait pas été laissé. Dans ce contexte d'accession à l'indépendance, l'État était quasiment le seul grand investisseur, et avec l'ambition de rattraper tout le retard que la France a laissé, les investissements importants, lourds, ne pouvaient être réalisés que par l'État.
l'État avait besoin de construire tout et l'État était le grand investisseur. Donc, les marchés publics, puisque l'État est le seul grand investisseur, deviennent un enjeu pour tout le monde, pour les opérateurs économiques. Et pendant cette période, je n'ai pas été témoin de cette période, donc je ne peux faire que des hypothèses. J'imagine que le PPN-RDA, qui gérait le pays de 60 à 74, avait aussi se privilégié dans l'attribution des marchés publics. Donc, vous voyez comment les choses se sont passées, l'attribution de marchés publics s'était opérée pendant cette période. Et lorsque, en 74, les militaires accèdent au pouvoir, là, on assiste quand même à une période où l'attribution des marchés publics était un peu plus transparente du fait de la nature du régime. Ceux qui étaient en charge de l'attribution des marchés publics avaient peur d'être compromis dans des attributions parce que vous connaissez, sous Kounché, les choses ne traînaient pas. Et il y a d'ailleurs un audio qui circule ces derniers temps où Kounché parle justement de cette affaire d'attribution de marchés publics et accuse Dragage, une société française installée au Niger, d'avoir fait des magouilles pour obtenir les marchés publics. Et la société a non seulement été pénalisée, mais ceux qui étaient compromis étaient pénalisés. Donc, pendant cette période de 74 jusqu'à 87, où Kounché était vivant, l'attribution de marchés publics se faisait, peut-être qu'il y avait des magouilles, mais l'ampleur était totalement marginale parce que du fait de la nature du régime et du fait de la dangerosité d'aller tout de suite en prison si on découvrait que vous avez donné un marché public dans des règles irrégulières, les personnes en charge de l'attribution des marchés publics étaient beaucoup plus prudentes et se méfiaient de toute forme de magouille. Et lorsque les magouilles étaient connues, elles étaient immédiatement sanctionnées par le président Kounché, dont on connaît la sévérité sur ces questions. Pour moi, le point de basculement dans cette affaire d'attribution de marchés publics a été l'avènement du multipartisme. Ça a été le point de basculement. Parce que la nature des partis politiques, lorsque nous avons créé les partis politiques, en tout cas, je vais parler des premiers, non pas pour dire la terre, les premiers partis qui avaient été créés, le PNDS, le MSP, le PDS, etc., plus des personnes que leur nature. Le PNDS se confondait à l'époque, même s'il y avait d'autres acteurs, avec le président Issoufou. Certains sont allés jusqu'à dire que c'est l'argent du départ volontaire que le président Issoufou a mis dans la création du parti. Je n'en suis pas responsable de ces propos. Mais Maman Ousmane aussi a eu un apport personnel dans la création du parti. Et la nature de ces formations politiques a fait que la question du financement par la suite a commencé à se poser. Les partis reposaient plus dans leur fonctionnement sur des apports des individus, que ce soit le président ou d'autres partis ou d'autres personnes qui les composent, que sur d'autres de financement qui auraient pu être les contributions des militants, l'organisation des galas pour avoir des partis. Donc les partis étaient dans un bricolage financier qui reposait essentiellement sur leurs dirigeants. Ensuite, notre démocratisation n'a pas réglé la question du financement des partis. On n'a pas beaucoup réfléchi à mettre au niveau de l'appareil d'État la question de la santé financière des partis pour leur permettre d'avoir une certaine autonomie. Et le contexte de fragilité des partis a ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés les hommes d'affaires, les investisseurs. Donc, il y a eu une course effrénée au marché public, chacun voudrant capter son marché public, non pas parce qu'on finance, par exemple, quelqu'un finance Kishinkasa parce qu'il adhère aux idéaux de Kishinkasa ou de notre parti. Je parle de Kishinkasa parce que c'est le contexte. Mais dans l'espoir que demain, le parti qu'il finance va arriver au pouvoir pour nous retourner l'ascenseur. Donc, vous voyez, la fragilité dans laquelle se trouve a servi à ceux qui sont désireux d'obtenir des marchés publics et on s'est retrouvé dans une situation où les partis sont fragiles, où les investisseurs qui attendent un retour sur l'investissement se sont engouffrés dans cette brèche de fragilité. J'aurai l'occasion de revenir par la suite sur les autres développements que je ferai par rapport à cette question-là. Je pense que le temps qui m'est imparti est terminé, donc je vais m'arrêter là. Le micro est coupé. Oh.
Donc, merci beaucoup, Monsieur Sedik Abba, de votre compréhension et de votre brillant exposé. Nous allons donner à présent la parole à Monsieur Ibrahim Yacouba pour son premier exposé et l'inviter à rester dans toute la mesure du possible dans le cadre de 7 minutes qui sont imparties à chaque intervenant. Monsieur Ibrahim Yacouba, vous avez la parole. Bonjour et merci pour l'invitation que vous m'avez faite. Je remercie également les camarades de la section France pour cette initiative et surtout ceux qui ont accepté d'intervenir dans les panels, les trois frères, les trois compatriotes nigériens, africains qui ont parlé. Donc moi, je ne ferai pas plus de 7 minutes. Juste dire que il y a un aspect qui nous paraît important aujourd'hui, c'est l'intérêt des citoyens sur la question des marchés publics. Je pense que pendant longtemps, tel que c'est conçu, la question des marchés publics avait été appréhendée comme une question pas très importante du point de vue du contrôle citoyen de l'action publique. Dans la plupart de nos pays africains, alors que la part des marchés publics représente une part très importante des dépenses publiques et une part très importante même de la constitution du PIB, tel que l'a bien décrit le précédent intervenant, vous aviez l'impression que ça ne rentrait pas dans le contrôle direct ou permanent de la citoyenneté et même l'intérêt des organisations politiques. Or, compte tenu du montant qui est mis en œuvre et des secteurs concernés, il aurait été intéressant que la question soit une question de citoyenneté permanente. Et alors donc, lorsque des scandales arrivent, vous avez une mobilisation quasi frénétique au niveau des citoyens, des médias, mais cet intérêt-là devrait être, à mon avis, fait de manière permanente. Au Niger, quand vous remarquez, les marchés publics ont quand même constitué quelques étapes symboliques du basculement politique ou des événements que les partis ont voulu utiliser ou simplement manipuler de manière symbolique. Rappelez-vous que la première coalition qui s'est déconstruite après la démocratisation, après la conférence nationale, elle s'est déconstruite sur la question du contrôle de la Commission centrale des marchés. Rappelez-vous également que le gouvernement qui est tombé en 2006-2007, un des éléments qui était mis en avant dans la motion de censure, c'était aussi une autre question des ressources publiques utilisées dans le cadre de l'éducation. Rappelez-vous que le gouvernement du président Issouf de la 7e République, la première mesure publique qu'il avait prise dans le premier conseil des ministres, c'était de vouloir faire du remboursement des ressources détournées dans le cadre des marchés publics comme un exemple. D'ailleurs, ils avaient cité le nom de l'opérateur et il avait enjoint de rembourser. Et aujourd'hui, au Niger, nous avons certainement le plus grand scandale des ressources publiques qui a été découvert. Un autre aspect qui me paraît important, c'est souvent le comportement des gouvernements. Et ça rejoint ce que Sidik dit. C'est cette volonté ou cette tendance des gouvernants, qui sont censés donc être des élus politiques pour diriger la cité, à vouloir dédouaner ou faire en sorte que le scandale, lorsqu'ils arrivent sous leur gouvernance, qu'il ne soit pas su. On a donc un problème un peu surréaliste dans le cadre de la gestion. Lorsqu'un problème de gestion des ressources publiques se pose, on aurait dû s'attendre au fait que le gouvernement qui a le mandat de gérer au mieux les ressources publiques, surtout dans des pays très pauvres ou très insuffisants en termes de ressources comme les nôtres, on aurait dû s'attendre à la part des gouvernements le comportement le plus exigeant. Malheureusement, on constate que les gouvernements sont toujours, lorsque des scandales arrivent, dans la logique de les étouffer. Vous savez que le scandale de l'audit du ministère de la Défense, ce n'est pas une conférence publique du ministre de la Défense. Ce n'est pas par une conférence ou une déclaration publique que nous avons su. C'était par un audio enregistré dans des conditions de conversation privée par WhatsApp qui a permis d'entendre le ministre de la Défense du Niger appeler à ceux qui ont commis ces malversations à être quasiment exécutés sommairement. Donc, ce n'était pas la volonté du gouvernement de rendre cela public. Or, dans une démocratie qui fonctionnerait bien, en tout cas l'idéal, c'est que non seulement le gouvernement qui décide de faire les inspections trouve le moyen d'être le gardien le plus sévère dans la gestion des ressources publiques. Mais ce n'est pas propre au Niger. Je crois que dans tous les pays, vous avez ce comportement. Et c'est une anomalie qu'il faut regarder. L'autre aspect aussi qui est un peu
non pas un peu, qui est vraiment contraire aux finalités économiques des lois qui sont faites pour encadrer les marchés publics, c'est de remarquer que les plus grands bénéficiaires des marchés publics en termes de montant, de manière répétitive, en tout cas pour ce qui est le cas du Niger, ce ne sont pas les plus grandes sociétés en termes d'emploi du personnel ou même en termes de structuration. Souvent, ce sont une personne ou deux ou quelques amis autour de cette personne. C'est donc des personnes qui sont financées. Ce ne sont pas des structures qui sont financées pour produire la richesse, améliorer la contribution à l'économie, etc. Donc, il y a cette idée que les finalités visées par les textes n'ont pas de répercussions directes sur la vie de notre économie. Maintenant, il y a beaucoup d'autres, je vais m'en arrêter là puisqu'on m'a dit que le leur, mais il y a la question de l'égalité des chances et puis il y a la question de l'impunité. Vous avez vu ce matin au Niger, les acteurs concernés, les activistes de la société civile viennent d'indiquer que probablement une société qui était épinglée dans l'audit du MDN vient d'avoir encore un deuxième marché en l'espace de quelques jours. C'est comme si le fait d'avoir participé à des malversations n'est pas une chose importante. Donc voilà un peu ce que je vais dire rapidement en restant dans la limite du temps et voilà, merci. Principalement ceux qui ne sont pas panélistes. Les 4 panélistes, évidemment, ne sont pas concernés par cette invitation. Merci, Monsieur le Président Ibrahim Yacouba, de ce brillant exposé, d'avoir respecté aussi le temps imparti. Nous allons redonner la parole à M. Dramé. Voilà. Pour qu'il finisse son intervention. Monsieur Dramé, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, et je suis désolé, bon, là, ce sont les aléas de la technologie, donc j'ai été déconnecté sans me rendre compte. Et donc, du coup, je disais tantôt, oui, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. Vous avez 3 minutes, M. Dramé, s'il vous plaît. Oui, donc je disais tantôt que, au vu des enjeux économiques que j'ai soulevés, donc l'IOMOA a dû intervenir à travers cette directive de 2005, et donc qui ont été transposés par tous les États. Et les derniers codes en date au Niger datent du 1er décembre 2016. Et donc dans ces codes, il est prévu en fait d'une part de punir certains comportements délictueux dans la passation des marchés publics et d'autre part de protéger les finances publiques, notamment d'assurer les protections face aux pratiques de corruption. Donc je disais, malgré ces efforts, les pratiques frauduleuses persistent dans la passation des marchés publics au Niger. Et la preuve en est que l'audit qui a été réalisé par Bexar au titre de l'année 2018 et ou encore les scandales récents sur le marché de finances que le président Yacoub a souligné. Donc ce sont des cas pratiques qui sont là. Et très rapidement, sans revenir sur la procédure en elle-même, donc j'évoquerai les obligations qui entourent en fait la passation et des marchés publics au Niger de façon brève. Et dans un premier temps, en fait, parce que le problème n'est pas un problème juridique, ça c'est un peu le cas de tous les pays, en tout cas francophones africains, mais c'est vraiment un problème de pratique. Sinon au Niger, moi je trouve que la législation elle est bien faite et dans un premier temps, en fait, chaque autorité contractante, bon, en fait, l'autorité contractante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les administrations, les collectivités locales et les sociétés publiques qui sont soumis et les établissements publics qui sont soumis au code de marché public. Donc, c'est
ces personnes publiques doivent obligatoirement en fait établir chaque année un plan prévisionnel de passation de marchés publics qui doit contenir tous les marchés publics qu'ils envisagent de signer, et ces plans doivent avoir une cohérence avec les crédits alloués à l'administration. Mais sauf que dans la pratique, il y a beaucoup d'administrations qui ne disposent pas en fait de ces plans de passation, mais qui continuent quand même à conclure le contrat de marché public. Et après cette étape, et Mansour l'a souligné, donc il faut une détermination des besoins. Donc, c'est-à-dire, si une administration veut construire une route, il va falloir que l'administration détermine parfaitement les nombres de kilométrages, l'épaisseur du goudron, ainsi de suite. Et en tout état de cause, le lancement d'une procédure de passation de marché public est subordonné à l'existence du crédit budgétaire suffisant. Mais malgré toutes ces exigences-là, il continue quand même à trouver des failles pour ne pas respecter ces dispositions. Et donc, pour l'instant, je m'arrête là, et avant de revenir dans une seconde partie sur le contrôle proprement dit des marchés publics et les cas spécifiques de marché de sécurité et défense, et notamment la législation nigérienne sur ces questions-là. Je vous remercie. Merci, monsieur Bakary, de ce bref exposé et de votre compréhension quant à la limitation du temps imparti. À présent, nous allons ouvrir la parole aux participants. Je vais rappeler quand même la discipline concernant la prise de parole. Nous allons ouvrir une liste de 5 personnes, de 5 intervenants, et chaque intervenant aura le droit de parler 1 minute. Parler, quand je dis parler, c'est de poser une question précise, et non pas de faire des développements. Alors, c'est M. Abdelkader Amadou qui gère la liste des intervenants. Abdelkader Amadou, à vous. Non. Moi, précisément, je ne voulais pas intervenir. Hein. En fait, j'étais en train de me poser la question 1 minute. C'était ça. Je ne voulais pas intervenir. Oui. En fait, parce que je trouve que 1 minute, hein, pour moi, c'est autre chose. Alors, comme je viens de voir la question de M. Youssoufane, je me permets aussi d'encadrer encore davantage les participants quand ils posent des questions. Vous pouvez poser des questions générales ou à tous les panélistes, mais dans l'idéal, veuillez poser votre question précisément à un panéliste. Ça vous garantira une réponse. Et Ambarka, si vous voulez, je peux répondre à la question de Youssoufane. Oui, alors pendant que Kader s'occupe de prendre note, comme ça nous fera gagner du temps. Allez-y, M. Dramé. Ok, donc du coup, merci pour la question, Youssoufane, en fait. Et dans la législation nigérienne, et en cas de violation des règles de marché public, et en fait, il y a plusieurs sanctions, il y a plusieurs recours possibles. Et dans un premier temps, on est obligé de passer, c'est pas comme dans les pays comme la France ou dans les pays comme les États-Unis ou le Canada, en fait, parce que nous, ils ont essayé de mettre en place une spécificité qui est un peu adaptée au contexte africain, qui est en fait, dans un premier temps, le recours et administratif valable. Et puis, en fait, l'idée, c'est vraiment trouver les juges, puisqu'en la matière, les juges ne disposent pas de beaucoup de compétences, en tout cas sur le contentieux des marchés publics. Donc, en grosso modo, en cas de violation des marchés publics, imaginez vous êtes candidat à une passation de marché public et que votre offre a été écartée pour X raisons.
Et vous avez l'obligation, dans un premier temps, de faire un recours gracieux devant l'autorité contraquante à elle-même. Je prends l'exemple comme ça, ainsi c'est le ministère de la Défense. Et donc, vous écrivez un recours gracieux adressé au ministère de la Défense en contestant la procédure. C'est à l'issue de ce recours-là que vous pouvez saisir l'autorité de régulation du marché public d'un recours. Ça, je reviendrai là-dessus rapidement après. Et l'autorité de régulation, c'est l'agence de régulation des marchés publics au Niger qui est habilitée quand même à trancher la question. Et c'est après la décision de cette agence-là que si vous n'êtes toujours pas satisfait, que vous pouvez aller devant le juge administratif, c'est-à-dire devant la Cour suprême. Merci, M. Dramé. Abdelkader, nous avons notre liste qui est prête ou pas encore? D'accord. Très bien. Je rappelle encore, encore 1 minute et je demande à ceux que les intervenants qui posent leurs questions activent leur caméra et déclinent leur identité et éventuellement, idéalement, leur qualité, s'il vous plaît. Alors, le premier participant qui veut poser la question a la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, ok, bonjour, c'est Boubacar Issaka, je vous appelle depuis le Caire. Donc, ma question c'était par rapport, ma première question c'était plutôt, comment dirais-je, qu'est-ce que même j'avais posé, une minute s'il vous plaît, comme j'avais... Ok. Oh, oui, c'était de savoir quelles sont les dispositions légales qui ont été prévues comme sanction pour ceux qui utilisent des fausses factures. Parce qu'aujourd'hui, je vois que les gens s'adonnent à cette pratique et personne ne parle de faux usage de faux ou même faux en écriture publique ou quelque chose comme ça. Donc, je voudrais savoir s'il y a des dispositions légales qui ont été prévues pour ça. Ma deuxième question, c'était par rapport à la conduite à tenir du parti, par rapport aux fournisseurs militants qui aujourd'hui, comme l'a dit le journaliste M. Abba, quelles sont la position du parti en ce qui concerne ces genres de fournisseurs qui pensent avoir un retour de l'ascenseur, qui développent ces pratiques de corruption et comment ça s'appelle, dans les marchés publics. Merci. Alors, s'il vous plaît, avant de donner la parole aux panélistes, je vais faire un rappel. Je rappelle alors le thème d'intervention des panélistes. La première intervention de M. Mansour, c'est sur la procédure de passation des marchés. Donc, veuillez poser vos questions sur l'intervention la procédure de passation de marché. Il y aura un deuxième temps d'intervention. Les questions qui viennent de poser, messieurs, ont plutôt trait au sujet qui sera développé dans le deuxième temps d'intervention. Donc, veuillez limiter votre exposé, vos questions aux exposés que vous avez eus. Faute de quoi, nous allons devoir reporter vos questions au deuxième temps de la conférence, voire les ignorer parce que nous n'aurons pas eu le temps. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour et merci. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez en fait participer à cette conférence. Moi, je suis Ismaël Tankari, Nigérien résident à Paris. Je suis aussi, je le précise, président de la sous-section PNDES de Paris, mais j'interviens à mon nom personnel et à mon nom propre à cette conférence. Moi, j'ai été intéressé par les questions évoquées par Sédic Abba sur la nature des apports financiers
pour les partis politiques qui a poussé les partis à s'interroger sur la question du financement et donc à revoir un peu la question des marchés, des passations des marchés publics. Mais en termes de mécanismes alloués à l'État aux partis politiques, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle les fonds politiques qui sont alloués au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et à un certain nombre de personnalités, ainsi qu'aux partis politiques pour les aider dans la formation politique de leurs militants. Qu'est-ce qu'il en est de ces fonds-là? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est pas bien géré? Est-ce que ça permet pas aux partis d'être financièrement autonomes et éviter de faire une main basse sur les marchés publics? Je serais intéressé à cette réponse. Et dernièrement, je voudrais adresser aussi une question à Ibrahim Yacouba. Comme nous le savons, cette loi, en fait, qui prévoit les circonstances atténuantes pour les personnes qui acceptent de rembourser l'argent qu'ils ont dissipé. Ce fut le cas lors de l'audit mené par Salou Joubo au temps de la transition où vous étiez rapporteur général du Conseil consultatif. Vous avez bien fait de rappeler le cas de l'opérateur économique Zakai Posez votre question, s'il vous plaît, M. Tankari. Oui, qui a bénéficié des mêmes circonstances en 2011, au début du mandat de Issoufou, et en tant qu'acteur politique, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les gens bénéficient de ces circonstances, mais en tant qu'acteur politique majeur au Niger, comment les hommes politiques nigériens en général, ça, je ne m'adresse pas qu'à vous seulement, mais en général, les hommes politiques au Niger, comment ils ont pu accepter l'existence de cette loi depuis 1988 et s'en accommoder sans jamais poser la question de sa remise en cause ou de son poser aujourd'hui comme amélioration de cette loi pour qu'il n'y ait plus en fait ce genre de monstruosité. Merci, M. Tankari, vous avez utilisé votre temps de parole. Merci. L'intervenant suivant, s'il vous plaît. L'intervenant suivant, Abdelkader Amadou, c'est qui l'intervenant suivant? Monsieur Ado, vous avez la parole. Le suivant. Ado, micro. Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Monsieur Ado Stéphanous, résident à Orléans, professeur d'économie, gestion, docteur en sciences de gestion. Alors, moi, je vous félicite vraiment pour cette initiative très intéressante, vraiment pour l'intérêt général de notre pays. Avant ma question, en fait, je déplore un tout petit peu le manque de temps que vous avez donné aux panélistes, parce que vraiment, c'est des sujets très, très passionnants et qu'on ne peut pas développer en 7 minutes, mais ils ont fait vraiment leur exploit. Et donc, moi, je vais me permettre de poser 3 questions très vite, sans les commenter. Ma première question, c'est, je vais la poser à Mansour, qui a fait un exposé très intéressant, en tout cas du point de vue universitaire. Hein. Et on sait très bien qu'au Niger, ce n'est pas les textes qui font défaut, ce n'est pas les lois qui manquent. Alors que préconisez-vous vraiment, sachant que vraiment, on a tous les textes qui sont là pour garantir effectivement une bonne procédure de passation de marché public. Maintenant, la deuxième question, c'est à M. Bakary Dramé. Et M. Bakary Dramé, il nous a un peu avancé des chiffres sur les enjeux économiques de marché public. Je voudrais concrètement, en tout cas, que si vous pouvez avoir le temps de nous expliquer concrètement quel impact pensez-vous vraiment de cette affaire de ministère de Défense sur l'économie du Niger, concrètement. Et ma dernière question, c'est vraiment, j'ai très bien aimé l'intervention de Siddiq Abba, cette histoire qu'il nous a vraiment tracée sur le système en fait de notre politique depuis l'indépendance. Il a parfaitement raison. En fait, le Niger, nous sommes démunis dès la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Alors, rapidement, s'il vous plaît, M. Ado.
rapidement ma question, puisqu'on a parlé des idiots voilà, dans son intervention, il a parlé que des idiots des différents partis politiques vis-à-vis des financements. Bon, brièvement, je rappelle ça. Alors, moi, c'est une curiosité, une question vraiment très curieuse. Quels sont alors les idiots du parti Kishinkasa? Et voilà, c'est ça mes questions. J'espère que j'ai respecté le parti. L'intervenant suivant, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Boubacar Abdelkader du Tchagno et je suis le secrétaire général chargé aux affaires extérieures du bureau MPN Kishinkasa Pays France. Et je suis également secrétaire chargé à la formation et à la vie politique de la sous-section MPN Île-de-France. Alors, je remercie l'initiative qui a été prise par notre bureau au niveau de la France. J'ai deux questions, une qui s'adresse directement au président du parti national, M. Ibrahim Yakuba, et la seconde qui s'adresse à M. Sedik. Alors, ma première question pour M. Ibrahim Yakuba, en fait, nous avons constaté que l'audit a relevé que, au fait, toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire ou bien certaines personnes sont proches ou ont un lien avec le gouvernement en place ou avec certaines personnalités politiques qui sont là. Posez votre question, s'il vous plaît, M. Tianigo. Oui, j'arrive. Donc, on constate un non-respect du principe d'égalité des chances qui voudrait qu'il soit considéré la personne qui... Posez votre question, s'il vous plaît. Vous faites la question, elle va dans ce sens-là. Là où on se parle. Elle va dans ce sens. Donc, qui voudrait qu'il soit retenu la France, on se reparle quand je veux revenir. Pardon? Continuez, s'il vous plaît. D'accord. Et posez votre question, s'il vous plaît. Oui, elle arrive. Donc, on constate le non-principe d'égalité des chances qui voudrait qu'il soit retenu l'entreprise qui présente la meilleure offre. Donc, la question que j'aimerais poser à M. Ibrahim Yakuba, en fait, qu'est-ce que vous entendez faire dans votre engagement politique personnel pour éviter que les personnes ayant un proche avec vous, ayant un lien avec vous, ou bien qui sont très proches du parti politique, ne soient pas retenus dans l'offre des marchés publics. Il faut vraiment qu'il y ait une loi qui Monsieur Tianigo, s'il vous plaît, limitez-vous à poser une question. Soit interdite d'être retenue. Nous allons prendre le suivant intervenant. Ça s'adresse à M. Sedik en fait, qu'est-ce qui fait que dans d'autres pays, on constate que certains présidents, comme par exemple l'exemple au Rwanda, tout récemment, on a vu que M. Paul Kagame est vraiment intransigeant vis-à-vis de ces genres de questions et sanctionne même les membres du gouvernement qui sont impliqués dans des affaires de malversation financière. Qu'est-ce qui explique que dans certains pays de l'Afrique, les chefs d'État, d'autres chefs d'État ne partent pas dans ce sens-là pour pouvoir protéger les ressources naturelles, notamment dans notre cas. Merci, monsieur Tianigo, vous avez utilisé votre temps de parole. Monsieur Abdelkader, est-ce qu'il y a un autre intervenant sur la liste ou nous avons étudié la première liste? Donc, bonsoir à tous. Donc, c'est moi, je pense, c'est Al-Mokhtar Soumana. Je me présente, je suis président de la sous-section PNDS Tareya Hauts-de-France. Effectivement, je suis aussi présent à titre personnel à cette réunion.
D'abord, je me permets de vous remercier vraiment de cette initiative que vous avez faite. C'est des questions transversales qui concernent tout le monde et je suis heureux que vous avez pris en charge ce sujet-là et puis qui nous a donné l'occasion aussi de nous exprimer. J'ai deux questions pour être rapide parce que le temps est très passe vite. La première, c'est pour le journaliste Sedi Kaba que effectivement j'ai apprécié vraiment son intervention. J'aimerais lui demander avec son expérience qu'il a, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer le financement des partis politiques? Parce que effectivement, moi en tout cas, je pense que l'un de nos problèmes au Niger, c'est... S'il vous plaît, posez juste une question. Juste poser une question. Voilà. Non, je suis encore dans mon temps, M. Ambarka. Je fais vite. Donc, la première question, vraiment, c'est par rapport à ça. Quelle solution il peut vous proposer pour qu'on améliore le financement de partis politiques, pour enlever le financement privé qui perturbe ça? Et la deuxième, c'est par rapport... La question que je pose, c'est à monsieur le ministre Ibrahim Yacouba. Effectivement, il a raison de dire qu'il y a moins de contrôle des citoyens par rapport à ces questions-là parce que notre pays, je pense qu'on s'est accommodé de l'impunité au niveau de la société de façon générale. Donc, quelles sont les pistes et les solutions qu'ils peuvent penser, qu'ils peuvent nous proposer pour mettre le contrôle des citoyens, en tout cas pour que les citoyens s'intéressent plus à ces problèmes-là? Merci. Merci à vous, M. Alonso. La liste est épuisée. Kader. D'accord. Alors, aux panélistes, sentez-vous libre, si les questions concernent votre deuxième partie de l'exposé, sentez-vous libre de répondre seulement lors de votre deuxième exposé. Merci à vous. Alors, dans l'ordre de présentation des exposés, M. Masson, M. Dramé, M. Sédic, M. Ibrahim Yacouba pour répondre aux différentes questions suivant qui a été interpellé. Bien, merci pour l'intérêt suscité par ce débat et pour les questions qui ont été posées. Et donc, pour m'en tenir à ce que dit le droit positif, je réponds déjà à la question posée par notre compatriote du Caire d'Égypte sur les fausses factures, donc les sanctions qui sont prévues par rapport aux fausses factures. Je rappelle que l'article 49 du décret de 2018 qui consacre le code d'éthique et de déontologie prévoit, je vous donne lecture in extenso de l'article, que tout titulaire de marché public doit s'abstenir de procéder à la surfacturation et à l'établissement des fausses factures. Deuxième alinéa, les factures présentées à l'autorité contractante doivent obligatoirement correspondre aux prestations effectivement réalisées. Donc déjà, là, le code d'éthique et de déontologie pose une interdiction et je vous renvoie pour la suite des sanctions prévues à la fois au dispositif prévu par la loi du 28 octobre 2011 sur laquelle je reviendrai dans la seconde partie, mais aussi au code pénal nigérien qui, en son article 130, punit toutes les personnes qui se rendent coupables de corruption ou des faits qui sont connexes à la corruption. Si le temps me le permet, je reviendrai aussi sur cette question. J'espère avoir vidé la question. Par rapport à la question de M. Ado, pour les pistes ou préconisations pour améliorer le dispositif existant. Effectivement, je vous rejoins sur un point. Au Niger, le problème n'est pas tant celui de l'existence du cadre juridique ou institutionnel, mais celui de l'effectivité dans le respect des règles qu'on a. Ça, c'est un problème fondamental et qu'il faut régler. De mon point de vue, on a, et j'énumère jusqu'à 7 propositions, pouvant permettre à ce qu'on améliore de manière substantielle ce dispositif. Le premier constat qui est frappant, c'est que lorsque vous lisez souvent ou que vous voyez souvent les agents en charge de la passation des marchés publics, il ne s'agit pas très souvent de personnes qui ont été formées dans le domaine.
Et donc, il y a un problème de formation. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents, loin de moi cette prétention, mais je dis qu'il y a un besoin de renforcer à la fois la capacité des agents qui sont déjà opérationnels, et donc en matière de formation continue, mais aussi de créer dans nos universités des filières pour former des jeunes Nigériens aux règles de passation de la commande publique, de manière à ce que dans nos administrations, dans nos collectivités, qu'on ait des personnes qui ont été formées et qui assument cette mission. Ils l'assumeront d'autant plus que, ayant été formés pour cette mission, ils sont conscients des risques qui encourent si jamais ils déviaient par rapport aux règles qui sont établies. La seconde préconisation, c'est l'amélioration de la lutte contre la corruption. La corruption infuse tous les domaines du Niger. Tous les secteurs sont imprégnés de la société, sont imprégnés par la corruption. Et donc, il faudrait renforcer les dispositifs. La ligne verte qui a été créée, la ALSIA, renforcer les pouvoirs de la ALSIA, et donc de nature à ce qu'on puisse de moins en moins avoir les possibilités pour punir. Mais aussi de la magistrature, déconnecter la magistrature de l'exécutif de manière à ce que nos juges soient beaucoup plus libres, dans la répression de telles infractions, mais aussi que le parquet soit beaucoup plus autonome en ce sens. Il faudrait, à mon point de vue, modifier aussi le dispositif de l'article 123 du Code pénal. C'est lui qui permet en effet à ce que qu'une personne qui a détourné de l'argent, on va dire les choses, de manière résumée, qui a détourné puisse rembourser ce qu'elle a détourné. Je pense que c'est un scandale, cette disposition en elle-même, parce qu'on ne peut pas comprendre que qu'un voleur de vélo ou de moto soit condamné, que quelqu'un soit condamné pour diffamation, parce que j'aurais écrit sur Facebook un élément, que personne soit condamné parce qu'il a participé à une marche, mais que quelqu'un qui détourne des milliards ait la possibilité comme ça de rembourser. Et je pense que si cette possibilité existe et que les gens sont confortés, certains se diront, bon, pourquoi pas, j'emprunte ou je vole, je facture 1 milliard. Dans tous les cas, ça prendra 1, 2, 3 ans avant que je rembourse. Et donc, l'intérêt que produit 1 milliard à la banque, c'est énorme. Et donc, même si je remboursais les 1 milliard, j'aurais les intérêts pour moi. Ou si j'ai acheté un terrain, une maison entre-temps que j'ai revendu, j'aurais l'intérêt sur cette revente, la plus-value sur cela. Et donc, de mon point de vue, il faudrait réformer ce dispositif pour que ceux qui seront coupables de telles infractions soient punis à la hauteur des infractions qu'ils ont commises. Je vais aller rapidement sur la suite. Renforcer les dispositifs, les mécanismes de contrôle existants. Il existe, mais il faudrait qu'on puisse renforcer à la fois le contrôle a priori et le contrôle a posteriori, sur lequel mon collègue reviendra. Accentuer le contrôle de la matérialité des prestations. On a vu, il y a des marchés qui sont payés par l'État, mais dont les produits n'ont pas été livrés. Donc, il faudrait aussi accentuer cela. Réduire le recours à l'entente directe pour réduire les risques de favoritisme. Et enfin, renforcer la responsabilité des ordinateurs, parce qu'en tant que ministre, en tant que recteur, en tant que maire, président d'un conseil régional, on est avant tout responsable de la gestion de l'argent de l'État et donc de l'argent des citoyens. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus sanctionné et qu'on soit beaucoup plus regardé entre guillemets sur la gestion que nous faisons de l'argent qui nous a été confié par l'ensemble des Nigériens. Donc, ces quelques dispositifs permettront d'assainir quelque peu le cadre. Mais avant tout, c'est la mentalité des Nigériens. Mais c'est la mentalité des Nigériens. On est enthousiasmé par le favoritisme, le conflit d'intérêts, la prise illégale d'intérêts. Tout ça, je pense que ça doit être un combat permanent, un combat qui est mené, mais qui doit être renforcé. Je vous remercie. Merci, M. Massor. Nous allons passer au panéliste suivant à qui on a posé des questions. Vraiment, s'il y a des questions qui tombent sur la deuxième partie de l'exposé, veuillez la reporter à la deuxième partie de l'exposé pour qu'on puisse gagner du temps, s'il vous plaît. Ok. Et très rapidement, moi, je prends également, en fait, bon, je complète tantôt les réponses données par Mansour, et notamment dans un premier temps la question de Issaka sur les dispositions légales des sanctions des faux documents, donc les factures et tout. Donc,
Mansour a évoqué des dispositions. Moi, j'évoquerai tout simplement que dans le code des marchés publics, notamment les articles 190 et suivants, et toutes les sanctions sont prévues, en fait, tout ce qui est faux usage de faux documents en matière de marché public. Donc, il s'agit également d'une infraction à la loi pénale. Mais dans les faits, si ça se passe, il faut dénoncer, en fait, parce qu'il existe un système de dénonciation que les citoyens peuvent faire ou les entreprises, peu importe. Donc, on peut faire des dénonciations de façon anonyme, ou soit si on est candidat dans une passation de marché public, il faut contester. Tout simplement, il faut contester. Il faut signaler que l'autre candidat qui a été retenu donc, a utilisé de faux documents. Et dans ce cas-là, donc, du coup, c'est l'Agence de régulation des marchés publics qui vérifie et par la suite qui n'a pas quand même l'habilitation à statuer sur l'usage d'un faux document, mais qui saisit à son tour le juge pénal en la matière. Donc, une entreprise qui fait ce genre de pratiques peut être exclu de la passation des marchés publics de 6 mois jusqu'à 5 ans d'exclusion totale dans la passation des marchés publics au Niger. Et pour revenir aussi sur la question qui m'a été adressée directement par Ado, notamment les chiffres que j'ai évoqués sur l'impact de ces chiffres sur l'économie du Niger. En fait, l'impact est là. Donc, c'est, comme je l'ai dit, donc, les marchés publics font entre 25 et 34% des budgets nationaux. Donc, c'est important. Et puis, le cas du Niger, je l'ai évoqué. En une seule année, le nombre de marchés ont triplé au Niger. Donc, l'impact est là. Donc, il va falloir que, en fait, comme ça a été évoqué, les acteurs de la société civile s'y intéressent vraiment et surtout, ils ont cette possibilité, en fait, de dénonciation anonyme. Il y a des numéros verts, soit on fait juste une lettre anonyme, on l'envoie à l'agence de régulation des marchés publics et on ne fait rien. Donc, c'est l'agence qui fait les enquêtes. Mais après, je sais que dans notre culture, les gens ils vont dire non, tu ne fais pas ça parce que derrière, c'est de l'égoïsme et en fait, ou des jalousies. Non, là, on parle de l'égalité, on parle du droit, des principes fondamentaux de la commande publique qui ont été violés. Donc, dès qu'il y a ces constats, il faut prendre conscience de contester, de dénoncer les pratiques-là. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que moi, en termes de perspective d'évolution, d'amélioration, notamment du dispositif qui encadre les marchés publics au Niger, que je propose en fait de renforcer les sanctions. Je reviendrai là-dessus, de vraiment renforcer les sanctions et de sorte que on soit puni sévèrement, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'impunité et c'est ce qui encourage derrière toutes les pratiques frauduleuses dans la passation du marché public. Et il faut également que les candidats, en fait, les entreprises, les opérateurs économiques, dès qu'ils ont un doute sur la régularité d'une procédure de passation, ils ne doivent pas hésiter à contester la procédure devant l'agence de régulation des marchés publics. S'ils ne sont pas satisfaits devant cette agence-là, ils peuvent aller devant la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui statue sur la question. Le problème est simple. Il va falloir que il faut une forme d'activisme en fait de la part des citoyens surtout, parce qu'il faut qu'ils prennent conscience des enjeux qui entourent les marchés publics. Évidemment, en fait, moi, ce que j'ai constaté de façon générale, en tout cas, ce qui concerne les pays africains francophones, il n'y a pas que des violations flagrantes, en fait. Parfois, il y a des violations, mais c'est par l'ignorance, en raison, par manque de connaissances des dispositions légales. Donc, il va falloir vraiment renforcer les capacités des acteurs des marchés publics en les formant, tel que Mansour l'a souligné, en proposant des masters dans les universités qui sont basés sur les marchés publics pour que tout le monde puisse avoir accès en fait à ces informations qui sont quand même capitales à mon sens. Je m'arrête là pour l'instant. Je souhaite que j'ai répondu à toutes les questions. Merci, monsieur Dramé. J'ajoute que si vous allez sur le site internet de l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, vous avez un onglet dénonciation anonyme. Si vous estimez qu'il y a un marché qui a été passé irrégulièrement. Donc, c'est assez facile à faire dans la pratique. Monsieur Siddiq Abba, vous avez la parole à présent pour répondre aux questions qui sont je vous remercie. Je vous remercie. Je ne veux pas être très long. J'ai été pas interpellé, 2 ou 3 questions qui me concernent.
dont une que je vais diviser en deux. Je vais donner une réponse tout de suite et puis l'autre partie, je donnerai une réponse dans la deuxième partie de mon intervention. Je vais parler d'abord des fonds politiques puisque la question m'a été posée. Les fonds politiques, en réalité, sont un héritage colonial puisque j'ai parlé de la colonisation. C'est une pratique que nous avions héritée du système français. C'est de l'argent qui est mis à la disposition des personnalités et que cet argent est laissé à leur discrétion. À l'époque, en France, les fonds politiques circulaient, c'est de l'argent liquide en francs français qui était qu'on retrouvait dans les cabinets de personnalités. Mais compte tenu des scandales qu'il y a autour des fonds politiques, la France a supprimé les fonds politiques. Il n'y a plus de fonds politiques ou de caisses noires, il n'y a plus aujourd'hui cet argent-là. Mais nous avions gardé, et c'est ça notre faiblesse souvent, c'est que nous avons hérité de mauvais de la colonisation. La colonisation, l'ancienne puissance coloniale corrige, mais nous, on garde les travers. Nous avions gardé les fonds politiques aujourd'hui et ils représentent des sommes importantes. Souvenez-vous que les fonds politiques, quand même, pour certaines personnalités de la République, tournent autour de 10 millions par semaine. Ça fait 40 millions de francs CFA. C'est 60 000 € par mois. Donc, c'est des sommes souvent importantes qui sont engagées. À l'heure qu'il est aujourd'hui, le fonds politique est laissé à la discrétion de la personnalité qui les reçoit. Elle n'a pas de justification à donner. Elle peut même garder pour elle, alors que, initialement, dans la philosophie du fonds politique, c'est d'aider la personne à accomplir, la personnalité à accomplir sa mission. Quand il y a une urgence, au lieu de faire passer par le circuit du trésor, il y a quelque chose à régler tout de suite, on sort l'argent, on règle cette question. Aujourd'hui, force est de constater que les fonds politiques ont été dévoyés. Personnellement, je plaide soit pour la suppression totale des fonds politiques, parce que leur usage a été dévoyé, soit pour la justification. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, la personnalité qui reçoit les fonds politiques doit justifier l'usage qu'elle en a fait. S'il y a une marge entre l'usage qui a été fait et l'enveloppe mise à sa disposition, il doit être retourné au trésor public. En tout cas, le fonds politique aujourd'hui, il y a un vrai débat à avoir et j'espère que les citoyens et les partis même vont se saisir de la question des fonds politiques. Le deuxième point sur lequel je souhaite intervenir, c'est par rapport à l'exemple qui a été donné sur le Rwanda. Le Rwanda, il n'est pas un mystère, c'est un choix politique qui a été fait par le président Kagame d'imposer à ses concitoyens qui ont la charge, qui ont une mission publique, de respecter le bien public. Si vous volez un peu d'argent au Rwanda, vous allez en prison. Nous-mêmes, nous avons connu cette période. Sous Kounché, il y avait quand même beaucoup plus de rigueur par rapport à l'usage du bien de l'État. On vous donne une voiture de fonction. Si vous n'êtes pas au travail avec cette voiture, vous n'allez pas en boîte avec, parce que si on vous prend en boîte avec la voiture, vous allez être mis en prison, on va vous arracher la voiture. Donc, il y a un respect des biens publics que l'on peut imposer. Le Niger peut revenir à cette situation, mais l'exemple bien d'info, c'est une question de volonté politique. Si on décide aujourd'hui qu'il y a une tolérance zéro dans le détournement des biens publics, on se donne les moyens, on affirme cette volonté politique et on le fait. Donc, c'est ça que le Rwanda a choisi comme position. Il y a une volonté politique d'une tolérance zéro dans l'usage de fonds politiques et c'est ce qui explique cette partie. Le tout dernier point sur lequel j'aurais voulu intervenir, c'est la question du financement. Mais comme je vais aborder la question du financement dans les solutions, je souhaite que cette question, en tout cas, qu'elle revienne, que je puisse apporter la réponse aux compatriotes qui l'a posée dans la deuxième partie de notre débat. Merci beaucoup, M. Sédik Abba. Vous avez parlé de l'héritage que nous avons de la France. Nous avons beaucoup d'héritages et souvent de mauvais héritages. Et cette affaire du ministère de la Défense nationale est une réplique quasi à l'identique du scandale de l'affaire de Karachi qui a secoué la France. Et, au passage, encore, je souligne que l'article 123 du Code pénal, qui est souvent souligné à l'envi, ce n'est pas un article qui exclut totalement la responsabilité. C'est un article qui prévoit des circonstances atténuantes et qui ne joue pas automatiquement. Des circonstances atténuantes ne veulent pas dire que la personne est dégagée de toute responsabilité parce qu'elle a remboursé les sous qu'elle aurait volés ou soustraits. Ce sont des circonstances atténuantes qui permettent de réduire la peine. D'autre part, cet article concerne les fonctionnaires et dépositaires de l'autorité publique et donc pas les opérateurs économiques qui sont des personnes privées et non pas des fonctionnaires. Monsieur Ibrahim Yacouba, vous avez la parole, on vous a posé également des questions. Nous vous oui, je voudrais juste dire quelques considérations sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à la loi ou aux circonstances atténuantes. Mais ce qui est arrivé au Niger,
et qui a été dénoncé, à mon avis, et qui ne doit pas se faire, c'est que, avant même que le dossier n'aille en justice, c'est que le gouvernement s'est substitué et à la justice, et aux personnes concernées, et à tout le monde. C'était cela qui a provoqué, je pense, la première réaction forte de la société, c'est de voir qu'à partir du moment où il y a un rapport qui présume que des malversations graves ont été commises, le comportement normal, c'est d'envoyer ça à la justice, qui, elle, est chargée d'appliquer les lois en toute indépendance. Mais ce qu'on a vu au Niger, c'est que c'était le gouvernement qui est venu faire une déclaration solennelle à partir de laquelle il appliquait la loi et il expliquait ce qu'il était en train de faire. Ça, c'est une anomalie et ça n'a rien à voir avec le contenu de la loi. D'abord, si on doit le modifier ou pas, ou considérer qu'il n'est pas à la hauteur. Ce qui n'est pas à la hauteur, c'est d'abord le comportement du gouvernement qui veut se substituer aux auteurs des malversations, et c'est à n'y rien comprendre pour les citoyens. Parce que comme je l'avais indiqué tout à l'heure, il y a des comportements qui sont attendus des gouvernants, des acteurs économiques ou des acteurs de la société civile. Ce qui est attendu d'un gouvernement, quel que soit le pays et quelle que soit la situation, si les biens publics sont compromis, le gouvernement met en œuvre les moyens que la loi lui donne pour faire justice par rapport aux ressources, par rapport aux actes qui ont été posés. Deuxièmement, sur la question des textes en vigueur, notre frère avait évoqué que les textes sont bons de la plupart. Bon, on verra en deuxième partie qu'il y a des corrections à apporter, mais une des difficultés dans les pays africains de l'application des textes liés au marché public, c'est que la perception qui est faite des partis qui dirigent les régimes de la plupart des États, c'est que les marchés n'ont pas une finalité d'investissement productif. Rappelez-vous que lorsque les textes ont été conçus, c'est de dire qu'un sou dépensé doit être un sou qui produit la richesse et qui est utilisé au mieux de l'intérêt de la collectivité. Mais ici, la finalité, c'est comment on gagne de l'argent, comment on finance son parti, comment on finance l'enrichissement de ceux qui dirigent et des opérateurs économiques. Et c'est pourquoi vous avez vu d'autres pratiques se sont développées, comme le marché de gré à gré. Vous avez vu tous les conseils des ministres que vous prenez au Niger sur une période très, très longue. L'essentiel des marchés sont donnés dans le cadre de marché de gré à gré ou en appel d'offres restreint, alors que la loi a précisé que le marché de gré à gré est une exception, non seulement qui doit être autorisée, mais surtout qui doit être justifiée. Donc, vous avez des textes qui sont faits de manière à peu près correcte, mais le détournement par l'appareil de l'État est un souci. Et c'est pourquoi j'avais dit qu'il y a une nécessité de faire en sorte que l'accès aux données publiques soit la règle en matière de gouvernance, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la gouvernance, si vous ne créez pas les conditions de l'accès à l'information qui permet aux citoyens d'exercer une pression et un contrôle vertueux sur les gouvernants, vous aurez des difficultés qui me paraissent très importantes. Sidik a bien évoqué la question du financement des partis politiques, il va en parler plus tard. Mais je voudrais juste dire, parce qu'un des intervenants a posé la question, il y a une loi au Niger qui fixe le financement des partis politiques. Mais nous sommes à l'opposition depuis 3 ans à peu près. Mais nous avons écrit au Premier ministre du Niger pour dire la loi prévoit que des ressources soient affectées à des partis en considération des résultats qu'ils obtiennent à partir des dernières élections. Mais depuis à peu près 6 ans, aucun centime n'a été versé à un parti. Nous sommes un parti depuis 4 ans et depuis 4 ans, nous n'avons pas reçu un seul centime des ressources que la loi a prévues pour le financement du parti. Et ça aussi, c'est une instrumentalisation de la loi parce que les partis au gouvernement pensent qu'ils ont les moyens et qu'ils vont utiliser la loi pour étouffer l'opposition, qu'elle ne soit pas en capacité d'avoir des ressources. Donc voilà aussi un fait dont il faut tenir compte. Donc je ne sais pas si j'ai oublié quelques questions, mais je pense qu'il y a un travail très important à faire et les citoyens doivent se rendre compte que le chapitre le plus important d'affectation des ressources, c'est les marchés publics. Nous devons nous occuper des marchés publics, nous devons nous y intéresser pour qu'il ne soit plus possible de mettre en place des arrangements personnels. En deuxième partie, je pense, on va expliquer quelques pistes que nous avons en vue par rapport à la législation sur les marchés publics, par rapport à la gouvernance et par rapport aux sanctions qui peuvent être prises pour que la question de l'utilisation des ressources soit une question
importante. Dernier aspect sur la question des ressources affectées à la sécurité. D'autres intervenants vont parler mieux que moi. Mais même là, lorsque vous regardez le décret qui encadre et même la directive au niveau de l'UEMOA qui encadre l'utilisation des ressources affectées à la défense, vous constatez qu'il y a un abus extraordinaire. C'est de dire qu'on considère que tout ce qui est au niveau de la défense relève de la question du secret d'État et le gouvernement abuse avec ses amis pour mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Or, la législation a bien prévu qu'il s'agit de situations où la publicité peut faire mal au secret d'État ou à la protection de l'État ou des considérations de sécurité. Mais lorsque c'est une marchandise ordinaire qui est produite ou qui est vendue sur un marché ordinaire, vous ne pouvez pas la mettre dans le cadre du marché, dans le cadre du secret de la défense et qu'il n'y ait aucune transparence. J'ai noté en faisant l'analyse de certains conseils des ministres du Niger, même l'obligation qui est faite par la réglementation qui dit qu'à partir de 500 millions, il y a une communication au Conseil des ministres. Même celle-là, souvent, elle est violée parce que la réglementation dit qu'on doit connaître le nom de l'attributeur, l'objet du marché, la nature, le montant, etc. Mais vous avez des communications en Conseil des ministres qui dit communication sur un marché portant sur l'importation de ceci ou l'achat de ceci, sans qu'on connaisse l'identité, le montant et qui va le faire. Ce qui me paraît aussi être une anomalie qui doit être corrigée à l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ibrahim Yacouba. Vous nous donnez formidablement l'occasion de faire la transition sur la deuxième partie de cette conférence. En effet, nous allons entamer à présent la deuxième partie qui va parler d'abord de cette exception que constitueraient les marchés relatifs à la défense nationale et à la sécurité nationale, dans quelles conditions on les passe, comment cela s'organise. Ce sera présenté par M. Mansour Ali Ankano. Ensuite, nous aurons M. Dramé qui va nous parler des contrôles, des organes de contrôle et des types de contrôles qui sont organisés. Qui dit contrôle dit sanction en cas de manquement constaté. Et donc, Mansour nous parlera également des sanctions qui sont prévues, qui sont envisagées au cas où l'on constate des manquements dans la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics en général au Niger. Et puis, M. Siddiq Abba va nous parler aussi dans son exposé des pistes qu'il peut nous suggérer pour améliorer l'organisation de la passation des marchés publics. Il a déjà commencé à en parler, M. Ibrahim Yacouba a déjà commencé à en parler. Il faut avoir l'occasion d'en parler depuis plus amplement cette occasion de deuxième partie. M. Mansour Ali Ankano, vous avez la parole. On ne vous entend pas, M. Mansour. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Désolé, j'ai oublié que le micro était éteint. Donc, vous avez 8 minutes chrono, hein, s'il vous plaît. D'accord, je tenais juste à revenir effectivement sur un point sur lequel vous avez apporté une précision. Et préciser que ce que je disais tout à l'heure concernait dans le code pénal, dans la soustraction commise par les dépositaires, publics. Et donc l'idée c'était qu'il faut renforcer la législation et les sanctions en la matière, puisque ici il y a détournement, nécessairement c'est parce que toute la chaîne des marchés publics, soit dans son entièreté ou bien à des échelons divers, a été corrompue. C'était l'idée. Spécifiquement au marché relatifs à la défense ou à la sécurité. Ces marchés sont régis au Niger par le décret du 20 décembre 2013. Ils sont exclus du champ d'application du Code des marchés publics en raison du caractère sensible et donc ne font pas l'objet d'une publicité. Lorsqu'on lit le dispositif qui encadre la passation de ces marchés, il y a un contraste qui est saisissant entre d'une part les marchés que j'appellerais classiques et les marchés qui sont régis par le décret du 20 décembre 2013. D'abord, je dirais que sous le régime du Code des marchés publics, donc ce qu'on a vu en première partie de cette conférence, la procédure d'appel d'offres est le principe et l'entente directe l'exception. Alors que dans le cadre de ces marchés passés pour la défense et la sécurité nationale, ici la seule procédure c'est l'entente directe.
avec ou sans mise en concurrence. Donc, il n'y a pas de publicité. C'est tout le temps l'entente directe qui est utilisée, ou c'est la seule procédure qui est utilisée par l'autorité contractante. Second élément, c'est dans la procédure ordinaire régie donc par le Code des marchés publics, les services des ministères sont mobilisés et impliqués à différents niveaux, qu'il s'agisse des services internes, les divisions des marchés publics, les directions des marchés publics, la direction du contrôle des marchés publics, et même des services extérieurs, souvent, des experts indépendants qui sont consultés ou les membres des commissions d'appel d'offres. Dans le cadre des marchés passés, pour le compte du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur, pour ne citer que cela, seule la personne responsable du marché, et donc en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, le secrétaire général de la présidence ou les ministres des douanes ou des eaux et forêts, n'est pas obligé à la fois de suivre le plan prévisionnel des passations des marchés publics, parce que vous savez que dans le cas des passations des marchés publics classiques, on doit, en début d'année, établir un plan de passation, donc on va dire, qui planifie tous les marchés qui seront passés cette année par tel ministère. Dans ce cadre, le ministre ou la personne responsable n'est pas obligé de suivre cela. Et surtout, il est, on va dire, le seul qui intervient pour gérer, pour décider de passer les marchés, pour identifier les gens qu'il faut contacter, les candidats qu'il faut contacter. Il doit néanmoins demander un avis de non-objection à la primature, au cabinet du Premier ministre. Cet avis de non-objection, c'est comme une autorisation. Je veux lancer un marché sur tel domaine et consulter tel candidat. Est-ce que vous m'autorisez ou pas à faire? Vous avez vu, par exemple, pour ce qui est du contrat relatif à la révision de 2 hélicoptères du Niger, il y a un avis d'objection qui a été demandé en octobre 2017, je pense, alors que l'autorisation, en mai 2017, alors que l'autorisation pour qu'on puisse entrer dans les discussions n'a été délivrée pour la société en question qu'à partir d'octobre 2017. Et c'est là de note qu'il y a soit une incohérence à la fois entre le moment à partir duquel l'autorisation est donnée et le moment où les discussions sont effectivement engagées. Une fois que l'avis de non-objection est demandé, la personne responsable du marché invite à travers une lettre au moins dans 3 prestataires ou fournisseurs à négocier. Et ça, c'est dans le cadre d'un appel avec mise en concurrence ou d'un marché passé par entente avec mise en concurrence. Et lorsqu'il n'y a pas de mise en concurrence, il y a un seul prestataire qui est contacté. Le ministre en question est assisté d'une commission spéciale de négociation qui contient 5 personnes dont il nomme le président. La commission qu'on met en place, elle négocie sur 2 éléments principaux. La qualité de la prestation, ensuite vient le prix et les délais de livraison. Et donc, vous voyez à quel point, pour revenir sur souvent les éléments intéressants du code de la législation, c'est qu'on met l'accent sur la qualité. Les armes, dans le rapport qui a fuité, les armes qui ont été livrées et le commentaire qu'on reçoit à la fois de la part des militaires ou qu'on a pu lire, c'était des armes de mauvaise qualité parce que les militaires sur le champ de combat tiraient, mais il n'y avait pas de détonation. Et du coup, ce qui était là, malheureusement pour nos militaires, souvent remporté. Donc, c'est un élément fondamental et qui est prévu en première position des éléments qui doivent être vérifiés avant d'attribuer un marché. Le marché est signé à la fin par l'administrateur de crédit, le titulaire du marché, le chef d'état-major concerné par la commande et par la personne responsable du marché. Donc ça, ce sont les éléments sur la passation des marchés concernant la sécurité et la défense. Monsieur le modérateur, je continue sur les sanctions ou... Je crois qu'on va plutôt attendre que M. Dramé nous fasse part des contrôles. M. Dramé, s'il vous plaît. M. Dramé. Vous avez la parole, M. Dramé, pour nous parler des contrôles des marchés publics.
Merci. Alors, très rapidement, je vais évoquer le cadre juridique et institutionnel de contrôle des marchés publics au Niger. Et donc, en fait, le système qui a été mis en place pour garantir la bonne gestion des deniers publics et en raison des spécificités liées au marché public, en fait, l'État du Niger a jugé nécessaire de renforcer son système de contrôle du processus de passation et d'exécution du marché public en mettant en place 2 structures de contrôle et de régulation des marchés publics. Donc, il s'agit d'une part de la structure en charge du contrôle a priori, à savoir la Direction générale de contrôle et des marchés publics, DGCMP, et l'organe de contrôle a posteriori et de régulation qui est l'Agence de régulation des marchés publics que j'ai évoqué aussi tantôt. Donc, ces 2 organes sont les garants principaux de la lutte contre les pratiques frauduleuses dans les processus de marché public et de la mauvaise gestion des finances publiques. Et toutefois, ces 2 organes ne puisent pas la gamme d'institutions qui sont chargées de surveiller la bonne application des règles relatives au marché public, puisqu'il en existe d'autres, et tels que en fait, le contrôle de droit commun qui est exercé par les pouvoirs généraux de façon générale de l'État et qui sont censés contrôler et surveiller l'exécution des dépenses publiques. Et voilà, donc en plus de ce contrôle de droit commun, il y a le contrôle de ces 2 institutions. Donc très rapidement, je balayerai les compétences spécifiques de chaque organe. En ce qui concerne la Direction générale de contrôle des marchés publics et la DGCMP, elle a pour mission essentielle d'assurer le contrôle a posteriori, comme je l'ai évoqué, des procédures de passation de marchés publics. Et son objectif est d'empêcher tous les manquements aux règles fondamentales de passation des marchés publics. À ce titre, et la DGCMP émet des avis sur l'utilisation d'une procédure autre que l'appel d'offres tel que Mansour l'a souligné. Donc, c'est la procédure d'appel d'offres qui est la procédure de droit commun et toutes les autres procédures sont des procédures dérogatoires et, qui exigent en fait une autorisation ou un avis de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Mais sauf que dans la pratique, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, il arrive que, tel que le président Yacoub a souligné, notamment au sommet de l'État, ils font des marchés d'attente directe d'appel d'offres restreintes sans vraiment prendre l'avis de cette direction ou même après un avis défavorable de cette direction, ils vont quand même aller et conclure leur marché. Donc, cette même direction accorde, comme je l'ai dit, des autorisations et des dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes et pour passer les marchés publics. Et par contre, en cas d'un avis défavorable de la Direction générale des marchés, de contrôle des marchés publics et ou en cas de réserve accompagnant un avis favorable, l'autorité contractante peut quand même saisir l'agence de régulation des marchés publics et afin qu'elle tranche la question. Parce qu'il se pourrait que voilà, la Direction générale de contrôle des marchés publics puisse se tromper aussi, si c'est le cas, et c'est l'agence de régulation des marchés publics qui tranche la question. Il faut également noter que, comme je l'ai évoqué, tous les marchés publics, avant leur signature, sont soumis au contrôle de la Direction générale des marchés publics, quel que soit leur mode de passation. C'est-à-dire, après avoir lancé la procédure, au moment du choix de l'attributaire, il va falloir, avant de signer le contrat, après le choix provisoire de l'attributaire, donc la Direction générale des marchés publics donne son avis sur la question. Mais souvent aussi, cette exigence n'est pas respectée par certaines autorités contractantes. Et en dehors de la Direction générale des marchés publics, les textes exigent autorité contractante, c'est-à-dire auprès de chaque département ou auprès de chaque collectivité, l'existence d'une cellule de passation des marchés publics. C'est-à-dire cette cellule doit contrôler en interne en fait le respect des exigences et des marchés publics. Donc, sauf que dans la pratique, une fois de plus, au sein de beaucoup d'autorités contractantes, il n'existe pas de cellule de passation de marché public et c'est regrettable.
Bon, là, pour ce qui concerne les compétences spécifiques de l'Agence de régulation des marchés publics, ARMP, et elle est dotée d'une compétence de contrôle a posteriori, comme je l'évoquais. Il s'agit simplement du contrôle en fait externe qui intervient après la passation et l'exécution des marchés publics. À cet effet, l'ARMP peut exiger à la fin de chaque exercice budgétaire un audit indépendant sur un échantillon aléatoire et qu'elle choisit elle-même sur les marchés de l'année. Et par exemple, c'est le cas de l'audit réalisé par Bexar sur un échantillon de 348 marchés conclus par 34 autorités contractantes et au cours de l'année 2018. Ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et très rapidement, en ce qui concerne mes remarques sur en fait, le périmètre des marchés de sécurité défense, qui pose énormément de problèmes presque dans tous les pays. Au Mali, c'était pareil, donc dans d'autres pays, c'était la même chose. Mais avant de m'intéresser à ces questions, j'aimerais quand même évoquer le nombre en fait, important des marchés exclus du champ d'application du Code des marchés publics au Niger, tels que les marchés d'achat de carburant, de gaz butane, le marché de formation des agents de l'État et de ses démembrements, et ou encore l'assistance juridique et de représentation de l'État. Et en fait, tous ces marchés sont exclus du champ d'application du Code des marchés publics. C'est-à-dire, en d'autres termes, ces marchés sont à la libre en fait, appréciation des autorités contractantes de l'administration et les collectivités, de l'État et les collectivités territoriales et les sociétés publiques. Donc, ce qui, pour moi, en fait, favorise les pratiques frauduleuses telles que la corruption dans la passation des marchés publics. Pourtant, ces marchés-là ont une part importante quand même qui devront être intégrés au sein de la réglementation du Code des marchés publics. Donc, ce constat est regrettable pour une efficacité des dépenses publiques. Maintenant, pour ce qui concerne les marchés de sécurité défense prévus par le Code des marchés publics et qui trouve aussi sa source, comme on l'a évoqué, dans la directive 0405 et 04-2005 de l'UEMOA, notamment son article 9. Et il ressort de ces dispositions que la catégorie des marchés relevant de la sécurité et défense doit être justifiée comme écoutez bien, justifié par l'exigence de secret ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'État est compatible avec les mesures de publicité. Le texte est clair, il s'agit tout simplement des mesures de publicité. Donc, ce qui signifie que les autres exigences du Code des marchés publics, les principes fondamentaux de la commande publique doivent être appliqués. Donc, en effet, les marchés de défense ou de sécurité font partie des marchés publics qui font eux aussi même partie, qui font partie eux-mêmes des contrats de la commande publique. Donc, les autres exigences doivent être respectées. Il s'agit tout simplement d'exclure des règles de publicité les marchés de fourniture de services et des travaux conclus pour assurer les besoins de la sécurité ou de la défense nationale. Ces marchés doivent ainsi respecter les autres principes fondamentaux et de transparence, l'égalité de traitement, l'efficacité des deniers publics et surtout le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'administration. En revanche, le ministère de la Défense doit aussi établir un plan prévisionnel de passation des marchés publics, mais sauf que lui, son plan de passation des marchés publics ne peut pas être publié. Et en d'autres termes, seuls les achats pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale à des fins spécifiquement militaires sont soumis au régime dérogatoire des marchés publics. D'ailleurs, en fait, le décret de 2013 a été très clair là-dessus. Et ce décret rappelle que les candidats doivent déjà, aux fins d'attribution, figurer sur une liste restreinte de fournisseurs reconnus pour leur expertise avérée dans les domaines qui justifient, ou soit c'est qui justifie d'un brevet d'invention ou d'une licence de droit exclusif. Donc, cela signifie quoi? Qu'on ne peut aucunement passer un contrat de sécurité-défense avec un opérateur quelconque qui ne dispose pas d'expertise nécessaire et être sur une liste restreinte. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Et rapidement, en quelques secondes, et par rapport à l'audit de 2018 qui a été réalisé par Bexar sur un échantillon de 319 et de 348 marchés conclus par 34 autorités contractantes pour une valeur de
219 milliards. Vous savez, ce qui est accablant dans cet audit, c'est que Bexal a émis une opinion défavorable sur 84% des 348 marchés audités en 2018 au Niger pour des raisons d'irrégularité et de nullité des 10 marchés. Donc, ce qui est vraiment un constat défavorable et puis qui est regrettable quand même. 84% des marchés ne sont pas conformes aux exigences du Code des marchés publics. Je m'arrête là et puis les restes, peut-être que quand j'aurai des questions, je donnerai plus de détails. Merci beaucoup, monsieur Dramé, monsieur Massoud Dankano. Ça donne vraiment le tournis quand on entend ces chiffres-là, 84% de marchés irréguliers. Merci beaucoup pour vos brillants exposés. Nous allons donner la parole à monsieur Siddiq Abba. Avant de donner la parole à monsieur Siddiq Abba, permettez-nous de faire un petit retour en arrière pour que monsieur Massoud puisse nous parler très rapidement des sanctions prévues, parce que dans l'ordre des choses, quand il y a des contrôles, c'est pour appliquer des sanctions au cas où l'on aurait constaté des manquements. Donc, monsieur Massoud, vous avez vraiment, disons, 3 minutes. 3 minutes. Allez-y à l'essentiel, s'il vous plaît. Le micro, Massoud. Désolé, on ne s'y fait pas avec le truc de la conférence en ligne. Bien, je disais, sur le point spécifique aux sanctions, le Code des marchés publics du Niger prévoit principalement des sanctions pour les fonctionnaires et des sanctions pour les fonctionnaires ou les personnes rattachées à l'État et ayant participé aux côtés de l'État à la procédure des marchés publics. Il y a aussi des sanctions en ce qui concerne les entreprises. Donc, pour ce qui est des agents, des services en charge des marchés publics, les agents des différentes directions, les membres de commission, les experts indépendants, les agents publics chargés du contrôle et du règlement, les sanctions prévues sont en fonction de la gravité de la faute et vont de l'avertissement à la révocation temporaire de fonction, en passant par l'exclusion temporaire ou définitive, notamment pour le cas des entreprises. Les sanctions prévues par le Code des marchés publics peuvent se cumuler avec des sanctions, peuvent se cumuler avec des procédures judiciaires et donc des condamnations judiciaires. Des sanctions et décisions administratives sont prises par le comité de règlement aussi des différents organes créés et ainsi au sein de l'ARMP. Je rappelais tout à l'heure que la loi du 28 octobre 2011 portant principes généraux du contrôle et régulation des marchés publics, elle est plus englobante et plus sévère que le Code des marchés publics, car l'article 12 de la loi que je viens de citer dispose que, je cite, quiconque se rend coupable de corruption, de manœuvres frauduleuses ou de tout autre fait ou de toute autre nature répréhensible en matière de marché public est puni conformément aux dispositions du Code pénal. Toutes les personnes sont concernées par cette disposition. Par ailleurs, le Code pénal nigérien prévoit en son article 130 que est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans à moins de 10 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA toute personne qui corrompt un agent ou tout agent public qui sollicite ou accepte un avantage indu. Quant à l'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats devant les marchés publics, elle fait l'objet d'une section à part entière dans le Code pénal. L'article 134-1 du Code pénal prévoit que toute personne qui profite de son statut au sein de l'État pour faire entrave encourt une peine de 2 ans à moins de 10 ans et d'une amende de 100 000 à 10 millions de francs CFA. La personne à laquelle l'avantage est conféré encourt la même peine. En outre, les circonstances aggravantes peuvent alourdir la peine et les peines complémentaires peuvent être prononcées, notamment la déchéance des droits civiques. Ça, c'est pour tout ce qui est sanctions. Je rappelle juste ou j'ajoute à titre de commentaire par rapport au seuil. Et ce qui est surprenant aussi quand on lit les seuils prévus par le décret du 1er août 2019, c'est le montant de seuil. Par exemple, pour faire un comparatif, en France, jusqu'à récemment, pour ce qu'on appelle les procédures, les marchés passés en procédure simplifiée ou MAPA, donc ils sont les marchés passés simplement,
le seuil est presque équivalent à celui qu'on applique au Niger, alors que à la fois les économies ne sont pas les mêmes et je ne comprends pas le fait qu'on ait des marchés jusqu'à 110 millions de francs CFA qui soient exclus de la passation, pour lesquels on peut juste faire une facture ou des choses comme ça. Et comme l'a rappelé mon collègue aussi, la liste, figurez-vous que tout ce qui est marché pour les billets d'avion pour les missions diplomatiques et autres, la facture, le téléphone, ne font pas partie du champ d'application du code. Et ça, on va dire, c'est une voie aussi qui permet le favoritisme, parce que c'est des marchés qui vont, selon le marché et selon l'autorité contractante, de 10, 15 à 50, 70 millions de francs CFA. Et donc, je pense qu'il faudrait réduire cette liste et les balancer dans le champ d'application du code des marchés publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bancano. Avant de passer la parole à M. Sédik Abba, je vais parler sur le contrôle de nos deux premiers intervenants par rapport à ce qu'a dit le président Ibrahim Yacouba. En effet, il y a une disposition qui est constante dans les arrêtés qui fixent les seuils de passation des marchés publics, qui dit que tout marché public d'une valeur égale ou supérieure à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres. Donc, il s'agit des marchés qui sont soumis au code du marché public ou de marchés qui sont soumis à la procédure de passation des marchés relatifs à la défense ou à la sécurité nationale. Les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 500 millions doivent faire l'objet d'une communication en période de conseil des ministres. Cette disposition est constante dans tous ces arrêtés depuis au moins 2014. Donc, soit le gouvernement a toujours été au courant de tous les contrats qu'on passe, soit il n'est pas au courant parce que cette disposition n'est pas respectée. Dans les deux cas, c'est gravissime. Alors, je passe la parole à M. Sédik Abba pour qu'il nous fasse part de sa deuxième partie de l'exposé. Merci beaucoup. Je pense que je vais embrayer sur les propos qui ont été tenus par les précédents panélistes, notamment à savoir le dévoiement de l'esprit de loi. Lorsqu'on parle des marchés publics de sécurité et de défense et de la discrétion dont il faut les entourer, c'est dans un souci d'efficacité, mais ce n'est pas dans un souci de dévoyer la loi pour qu'on se retrouve dans la situation avec laquelle on est aujourd'hui. Vous prenez des hommes d'affaires qui sont dans le BTP, qui fabriquent des briques, vous leur demandez de commander des Antonov ou vous leur demandez de commander des chars de combat, ils ne sauront pas le faire. Parce que lorsque vous allez dans une usine de fabrication de Klanchikov ou d'Antonov, vous qui n'avez jamais ni fait le service militaire, ni une expertise militaire, ou qu'on vous propose des objets, vous allez les prendre, vous allez les ramener et on va se retrouver dans la situation qui est actuellement dénoncée, où du matériel militaire est inadéquat, où il est même inopérationnel. Ce n'est pas spécifique au Niger, comme il a été dit. On a vu dans le cas du Mali, où des avions, des hélicoptères ont été commandés et on les a ramenés, on les a assemblés, ils n'ont jamais réussi à décoller. Donc, il y a une préoccupation du dévoiement de l'esprit de loi qui amène à ce que j'avais commencé à évoquer. On fabrique des commerçants parce qu'on veut les amener à obtenir des marchés publics en échange de quoi ils vont réverser des commissions et le parti va profiter pour s'autofinancer. Les gens qui sont au pouvoir vont profiter dans le cadre de commissions. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsqu'on regarde la vie politique nigérienne récente, on a assisté à des scandales des marchés publics depuis notre accession à la démocratie et à l'indépendance. Sous le président Tandja, tout le monde se souvient, entre autres, de ce marché public du ministère de l'Intérieur où des motos ont été payées à 1 200 000 francs l'unité, alors que leur coût exact aurait pu être de 800 000 francs. Tout le monde se souvient, pendant la transition de Salou Djubo, de l'attribution de la route Bela-Gaya à Mme Alizata Ouedraogo, qui est au Burkina Faso, surtout connu pour l'importation et l'export du cuir, mais qui s'est retrouvée avec un marché de construction de route pour laquelle elle n'a pas de compétences, ou le scandale du marché de Kandadji, dont je parle dans mon livre consacré à la junte militaire et à ses 10 affaires secrètes. La différence entre ce qu'on a vécu pendant les périodes précédentes et cette période sous la Renaissance, c'est l'ampleur des marchés publics, l'ampleur des détournements liés au marché public.
on parle de 110 millions d'euros de pertes présumées rien que pour le ministère de la Défense. Si vous auditez les 43 ministères, puisque aujourd'hui il y a 43 ministères, je suis sûr que vous allez multiplier ce chiffre-là par 10 ou par 50. Donc il y a l'ampleur des affaires qui sont liées au ministère de la Défense, leur volume, leur réitération, leur répétition. Le président Yacouba a parlé de la persistance d'un certain nombre de marchés de gré à gré. On n'est pas sorti du scandale des marchés publics, de ces marchés publics qui ont été dénoncés. On s'est retrouvé avec une affaire de gré à gré de 10 millions, de 15 millions, c'est 10 ou 15 milliards pour rénover le palais présidentiel. Gré à gré. On se retrouvait dans du gré à gré de près de 400 milliards pour le financement du sommet de l'Union africaine. On a estimé que, compte tenu de l'urgence, on fait dérogation aux règles de marché public. Tout ce qui concerne le marché de l'Union africaine, à Niamey 2019, a été passé quasiment de gré à gré. On se retrouve aussi aujourd'hui, on n'est pas sorti du scandale du ministère des Finances, dans l'attribution des marchés de gré à gré pour la construction, pour tout ce qui concerne l'IFA 2018. l'IFA 2020 plutôt, le 18 décembre 2020 qui va arriver. Donc, il y a aujourd'hui une situation de persistance. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si on ne change pas les contextes, si on ne change pas les règles, même le gouvernement qui va venir après la Renaissance risque de se retrouver dans le même piège de marché public. Parce qu'on n'aura pas réglé la question du financement des partis politiques. Il faut absolument régler la question du financement des partis politiques. Et je suis aujourd'hui très peiné d'apprendre de la bouche du président Ibrahim Yacouba que l'accompagnement de l'État pour le financement du parti politique n'est pas effectif. Ce n'est pas une charité qu'on fait à l'opposition. Non, c'est parce que ça participe du renforcement de la démocratie. Ça fragilise les partis, le fait que l'État ne les finance pas. Et ça crée les conditions justement de corruption, d'attribution des marchés publics, en échange de quoi les hommes d'affaires vont financer. Donc, il faut qu'on règle la question du financement des partis politiques, à la fois en consacrant et en renforçant le financement par l'État, mais aussi, nous, en tant que citoyens nigériens, nous avons un devoir en tant que militants des partis politiques. Il nous faudra cotiser pour nos formations politiques. En tant que militants, on doit cotiser, on doit travailler à ce que les partis, l'argent puisse rentrer dans le parti pour éviter que le financement des partis politiques. Ça me semble très important si on veut avancer et si on veut éviter justement qu'on se retrouve dans cette situation. Maintenant, il y a aussi les éléments qui ont été dit. Mais il y a la question de la transparence et je vais en terminer avec un exemple parce que il faut que tout soit transparent. Au Ghana, par exemple, on constate que tous les appels d'offres sont en ligne. C'est public. Tout le monde est au courant des appels d'offres publics. Et toutes les offres sont en ligne. On sait qui a proposé quoi, on sait pourquoi qui a été retenu. Il y a même un accompagnement d'institutions internationales du Ghana parce que cette règle de transparence a réduit les corruptions et les conflits dans les marchés publics. Quand on met un marché public, il faut le mettre en ligne. Celui qui fait une offre fait son offre en ligne. Le dépouillement s'est fait, le résultat du dépouillement est en ligne. Tout le monde, et ça rejoint le contrôle citoyen dont le président Yacouba a parlé. Tous les citoyens sont au courant. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent contester. Mais tout se fait en ligne sur la place publique. Il n'y a pas de magouille possible. Donc, je vais m'arrêter là et espérer pouvoir répondre aux questions qui me seront posées par la suite. Merci. Merci beaucoup, M. Siddiq Abba. En effet, les scandales dans les marchés publics font partie de notre vie courante, malheureusement. Et non seulement ça choque par l'ampleur des montants, mais ça choque aussi par le domaine dans lequel c'est arrivé et les conséquences que cela a entraîné. Et c'est cela qui nous a motivés aujourd'hui à tenir cette conférence-là, parce que enfin, finalement, aujourd'hui, ils ont touché à un domaine dans lequel on ne peut plus rester sans agir, parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a encore des morts qui nous tombent. Alors, nous allons écouter M. Ibrahim Yacouba pour la dernière partie de l'exposé. M. Ibrahim Yacouba, s'il vous plaît, vous avez 8 minutes. Je voudrais vraiment noter que les trois intervenants ont été très explicites et très pertinents sur des points précis. Rebondir sur le point que Siddiq a noté, qui me paraît fondamental, c'est la question de l'accès aux informations et à la construction d'une citoyenneté. Vous savez, je pense qu'à regarder de près,
ce qui est en train de détruire notre pays et qui a induit cette corruption, c'est la fragilisation des institutions et c'est leur personnalisation. C'est que vous avez le comportement qui est en place dans l'administration nigérienne, du ministre jusqu'au planton. Trop souvent, ils confondent leur personne avec l'État et avec les intérêts de l'État. Et c'est pourquoi vous voyez que les scandales ne scandalisent plus, comme a dit quelqu'un. Vous voyez, en 3 semaines, il y a une entreprise qui n'est pas la plus grande du Niger en termes d'employés ou même en termes de structuration. Elle se retrouve dans les malversations du ministère de la Défense, sans sanction, sans même reconnaissance. 2 semaines après, elle se retrouve dans le marché de gré à gré de 800 milliards de transport des pipelines. Le lendemain, elle se retrouve dans la construction d'une route de 900 millions. Ça confirme ce qu'on connaissait depuis longtemps, depuis quelques années, c'est que les gouvernements ont souvent utilisé des individus comme véhicules de la corruption, mais pas comme structure économique. Moi, je rappelle, et souvent on a tendance à l'oublier quand on parle des marchés publics, pourquoi toute cette énergie qui a été mise par les bailleurs, la Banque mondiale, les FMI et les institutions communautaires pour l'UMOA, pour mettre en place des règles normatives. Il y a un aspect, c'est de dire qu'on va prendre des PME nationales ou communautaires et en faire des grandes sociétés parce qu'on les aura modernisées et on les aura confrontées à la concurrence. Mais ce qui se passe, que ce soit au Mali, dans les scandales qui ont été révélés, ou au Niger, ce sont des individus qui s'accaparent des milliards et des milliards. J'ai noté dans un journal en ligne au Niger où une personne seule qui a une petite société qui est dans tout et n'importe quoi a eu 811 milliards de ressources de l'État sur 7 ans. Or, quand vous voyez, elle devrait donc être à la mesure d'une société qui est quasiment cotée en bourse. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut remettre en cause. Dissocier la confusion entre les gouvernants et l'État. Nous devons avoir une institution permanente qui préserve l'efficacité de l'utilisation de nos ressources. Et deuxièmement, c'est la restauration des normes minimales, comme vraiment l'équité, l'accès à l'information. Nous sommes en 2020. Vous vous rappelez que sous la transition, il y avait une ordonnance qui avait été faite pour dire que l'accès à l'information était un droit, mais il était même susceptible de recours devant les juridictions lorsque vous ne l'avez pas. Mais après cette ordonnance et après tous les scandales qui ont été dévoilés, vous avez au Niger notre gouvernement qui est capable, encore en une seule séance de conseil de ministres, de donner des marchés de gré à gré, notamment pour DIFA, de 38 milliards de francs CFA. Or, on savait que les travaux de DIFA allaient se faire. DIFA a été choisi depuis au moins 5 ans. Donc, on connaissait les travaux. Il n'y a aucune urgence de dire qu'on se retrouve aujourd'hui à contracter des marchés de ces montants-là, de gré à gré à la société. C'est comme l'Union africaine. Le Niger avait été désigné 5 ans plus tôt, mais à quelques mois, on a considéré que c'était urgent et on a entièrement mis en gré à gré et à des entreprises bien connues, toujours les mêmes, des marchés globaux d'à peu près 400 milliards. Donc, je pense qu'il y a cette question. Maintenant, il y a aussi l'organisation de l'administration elle-même. Les textes sont faits dans le principe et dans la considération que l'État est un État vertueux. Ce n'est pas le cas au Niger. Notre État est un État personnalisé. Je ne sais pas à partir de quand ce basculement a eu lieu, mais c'est un État personnalisé. Et c'est pourquoi souvent, les lois, même les meilleures, sont inopérantes. Effectivement, comme l'a dit Dramé, j'ai lu toutes les directives de l'UMOA et les textes nationaux sur les marchés, ils sont extrêmement bien faits. Mais comme nous sommes dans une confusion entre des individus et l'État, comme nous sommes dans un processus permanent de financement des partis et d'enrichissement personnel des individus, on a détruit l'État, on l'a neutralisé pour ne rester que la volonté des gouvernants, des ministres ou des chefs d'État qui font ce qu'ils veulent à partir de la manipulation des textes qui existent. Dramé a bien évoqué l'audit qui est sur le site de la RMP d'ailleurs, où on considère que 84,5% des procédures des marchés au Niger sont irrégulières. Mais quand vous remarquez, à partir de cet audit-là, la tendance s'est accentuée. C'est qu'on a continué à faire du gré à gré, des appels d'offres restreints, des appels
secrets ou des appels qui ne sont jamais publiés. Il y a la même tendance quand vous voyez dans la contractualisation des conventions minières. Vous connaissez le combat de l'UTE qui exigeait que ça soit public. Alors que ça, là, c'est même dans la Constitution. Donc, c'est pour vous dire que nous avons des institutions tellement faibles que des hommes qu'on a élus dans le cadre d'un mandat sont capables de les instrumentaliser et de faire ce qu'ils veulent avec ces institutions. Si nous n'avons pas une citoyenneté assez forte, assez pesante pour qu'aucun individu ne puisse instrumentaliser une institution, je vous assure que nous continuerons à faire ces débats-là tous les jours. Et ça, c'est dommage pour un pays comme le nôtre. Quand vous avez vu la comparaison avec les niveaux de marché en France et au Niger, il y a quand même, regardez,